Wo ist meine Kokosnuss? Wo ist meine Kokosnuss? Wo ist meine Kokosnuss? Hello, bonjour et bienvenue dans le 12e épisode de Entre deux gares, le podcast qui raconte mes petites aventures de voyage. Alors je suis partie mi-février dernier avec l'idée de découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles cultures et de nouvelles personnes, le tout en train, en bus, en stop, en bateau, bref, tout mode de transport que j'ai pu trouver. Alors nous nous sommes quittés dans le précédent épisode sur le début de mon mois en Grèce. Toujours accompagnée d'Alexandre, nous avons passé 10 jours magnifiques à bord d'un voilier dans le nord de la mer Égée. C'était une magnifique façon de démarrer notre périple grec, car notre capitaine connaissait plutôt bien les us et coutumes du pays, et l'introduction a donc été faite proprement. Après ces belles navigations, nous avions hâte de découvrir le reste du pays. On fait donc nos adieux au capitaine Hervé et au voilier Siga Siga, et on met le cap vers de nouvelles aventures. Ça y est, on a quitté le capitaine, on est parti de notre côté. Et du coup, on vise une île, cette fois dans le sud de la Grèce, que avec le capitaine on était dans le nord. Et on vise Astypalea. Et du coup, pour y aller, on fait plein de ferries. 26 heures plus tard, nous arrivons sur cette nouvelle île grecque qui s'appelle Astypalée. Astypalée fait partie du Dodécanèse, un regroupement de nombreuses îles et îlots. Dodécanèse, ça signifie en grec 12 îles, car elle est constituée de 12 îles principales, dont Astypalée, mais aussi Kalymnos, Léros ou encore Rhodes. Le tout est situé dans le sud-est de la Grèce, juste à côté de la Turquie. À Astypalée, on s'est avant tout reposé. On avait loué un petit appartement, ce qui nous a fait le plus grand bien. On a pu cuisiner, regarder un film, profiter de la vue. On a aussi fait des balades, on s'est fait un restaurant, on s'est prélassé à la plage. Bref, la vie était pas trop dure. Le 3 septembre 1973 à 18h28 et 32. Ce soir, c'est petit film tranquille. On chill. Ouais, on est hyper tranquille, on s'est reposé aujourd'hui. Ça fait un peu du bien. Petit challenge, trouver le film qu'on est en train d'écouter. Enfin, en train de regarder. Et c'est là-bas qu'on a vu pour la première fois ces maisons cubiques blanchies à la chaux, typiques du sud de la Grèce. On a vu aussi des portes bleues, les ruelles pavées et les églises au dôme bleu. Après 2 semaines en Grèce, on était ravis de découvrir enfin ces paysages mythiques. L'île était assez tranquille, il n'y avait pas tant de monde que ça, et j'ai appris que depuis 2021, l'île avait lancé un projet pilote avec Volkswagen pour devenir une île 100% électrique. Voitures partagées, panneaux solaires, mobilité douce, etc. Plutôt cool. Après Astypalée, on saute à nouveau dans un ferry pour s'installer quelques jours sur une autre île, Naxos. Incroyable, on est dans le ferry pour aller à Naxos, et là, que voit-on ? Nous avons en face de nous la lune de fraise. Bon, on sait pas encore trop ce que c'est, je vais regarder, mais toujours est-il qu'on a la lune qui vient de se lever. C'est une pleine lune rouge. Pleine lune rouge, c'est trop beau. C'est incroyable. Alors la lune de fraise, c'est simplement la pleine lune de juin, et son nom vient des tribus amérindiennes pour qui cette lune marquait le début de la récolte des fraises sauvages. Donc elle n'a pas forcément de couleur particulière, mais elle peut apparaître rouge-orangée lorsqu'elle est très basse sur l'horizon, et c'est ce qu'on a eu la chance de voir. Et je peux vous dire que c'était vraiment sublime. Alors nous voici à Naxos, devant ce qui reste du temple d'Apollon, à savoir sa porte. Voilà, la structure de la porte. C'est sympa. Il est assez grand. Ah, c'est très grand même. Ouais, c'est très grand. Vous pouvez imaginer la taille du truc. On a pu admirer la Portara, une grande porte en marbre qui est le reste du temple monumental dédié à Apollon, construit sur l'île il y a 2500 ans. Bon, en fait, le temple n'a jamais été achevé et aujourd'hui, il n'en reste que cette immense porte rectangulaire qui est maintenant le symbole de l'île. Naxos est une île qui appartient à l'archipel des Cyclades. Les Cyclades, c'est environ 250 îles et îlots, dont 24 sont habités, le tout se situant au sud de la mer Égée. Toutes ces îles se trouvent dans une sorte de même cercle, d'où le nom Cyclades. On y trouve les îles les plus connues de Grèce, comme Mykonos ou Santorin, avec ces fameuses maisons blanches et bleues. Ayant commencé par le nord de la mer Égée, on a pu constater que ce cliché des maisons blanches, des petites ruelles, etc., mais en fait c'était vrai que dans le sud du pays. Le chat, il veut qu'on reste avec lui. On va rester avec lui, nous. On a des choses à faire. On a des choses à faire, comme... Aller à la plage. Aïe aïe aïe. Attends, parce qu'on va à la plage, Oui. mais quand même on va marcher 1 heure. Oh putain. 1h20 C'est pas des vacances, moi je avant veux dire. d'aller à la plage. Pour aller trouver, soi-disant, la plus belle plage de Naxos. Alors j'attends de voir ça. Ouais.
Bon, on n'a pas marché 1 heure parce qu'on a eu la flemme et donc on a fait du stop et on a atterri sur une plage assez sympa, bon pas forcément la plus belle du monde, mais avec une eau cristalline très agréable. Niveau mobilité, c'est vraiment pas très pratique de se déplacer sur les îles. Les réseaux de bus ne sont pas très développés et après avoir marché ou fait du stop pour la dernière journée sur Naxos, on a opté pour la location d'une voiture, meilleure façon d'aller dans les endroits un peu plus reculés. Nous avons une petite décapotable. Aïe 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 aïe. Alors attention le modèle. Une Fiat 500. Deux petites pépettes dans une Fiat 500. Bon, et on est peut-être d'ailleurs allé dans des endroits un peu trop reculés dans le sens où on a vraiment cru que la voiture ne passerait pas. Note to myself, ne pas faire confiance aveuglément à Google Maps. C'est pas parce que Google Maps dit que ça passe forcément. Quelques frayeurs plus tard, on se gare et on se lance dans une petite randonnée. On a laissé Titine sur le bord de la route et on fait une petite rando. Et alors là, on fait de l'urbex. On était en rando et on est tombé sur une maison abandonnée qui est en sacré bon état. Une sacrée belle maison. Une très belle maison, incroyable. Franchement, on a pu explorer quasi tous les petits endroits. Ouais. Devant là-bas, c'est stylé avec les arches. Ouais, avec les arches, là, c'est incroyable. On roule encore quelques kilomètres et on visite un chouette endroit. Alors, on est en train de visiter une ancienne carrière de marbre blanc qui était donc la spécialité de Naxos. C'est eux qui ont un peu développé ça. Ça a commencé au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et du coup, c'est eux qui ont développé l'usage un peu du marbre monumental, d'abord en Grèce et ensuite ça a été exporté un peu partout. Et donc là, c'est intéressant parce qu'en gros, dans la carrière, donc, ils finalisaient évidemment pas les morceaux, par exemple les statues qui étaient envoyées, mais ils leur donnaient grossièrement la forme. Et ensuite, ils le déplaçaient, ils l'emmenaient à l'endroit voulu. Et là, les finitions étaient faites. Sauf que il arrivait que parfois ça se casse en chemin. Et donc, si la sculpture se cassait en chemin, il l'abandonnait précisément à l'endroit où elle s'est cassée. Et donc, on peut voir des sculptures qui sont grossièrement taillées. Mais bon, on voit clairement que c'est par exemple des personnages. Là, il y a les pieds à côté. Et on voit que ça a été cassé, du coup ils l'ont vraiment littéralement abandonné à cet endroit-là et ils sont allés faire autre chose ailleurs. Naxos est donc célèbre depuis l'Antiquité pour son marbre blanc, utilisé dès le 7e siècle avant Jésus-Christ. On en retrouve des traces comme avec ces grandes statues dont je vous parlais, appelées kouros, et il y a une grande activité d'extraction de marbre aujourd'hui encore. On remonte dans la voiture. Et on file tout au nord de l'île, se balader et profiter un peu de la mer et des vagues, tout en me faisant gronder par Alexandre parce que je me suis approchée un peu trop près des vagues. Mais bon, c'est les risques du métier de podcasteuse, que voulez-vous? On voit une dernière trace de moi. Oui. Adieu les fans. Je suis pas partie encore. Après quelques jours à Naxos, on part pour de nouvelles aventures. Tandis qu'on attendait que le ferry arrive, un monsieur passe en chantonnant. Retenez bien l'air. Bon alors les amis, on a une petite musique pour nous accueillir. On vient d'arriver à Athènes, la capitale de la Grèce. On a un petit peu changé nos plans. Finalement, on n'a pas fait d'autres îles, contrairement à ce qu'on pensait initialement. Mais en fait, on s'est dit qu'on ne voulait pas participer au surtourisme des îles les plus connues. Et donc on les a soigneusement évitées et on commençait à en avoir un peu marre des îles. On a décidé d'aller faire du surtourisme, mais à Athènes. Voilà, exactement. Mais bon, c'est une grande ville, c'est quand même pas pareil que sur une île, tu vois. Évidemment, c'est une blague. Ah, d'accord. Voilà, finalement, plutôt que de faire encore des ferries et d'aller visiter d'autres îles, on a préféré aller sur le continent. Avant ce voyage, je n'avais jamais mis les pieds en Grèce et c'était une destination qui me faisait carrément rêver sur le papier. Déjà par son histoire, la mythologie grecque, le théâtre, la démocratie et aussi par les images que j'en avais vues. J'ai pas du tout réalisé que c'est un pays qui fait vraiment face aux dérives du tourisme de masse. Dans ce pays de 10 millions d'habitants, le tourisme représente 20 à 25% du PIB et emploie environ un actif grec
sur 5, directement ou indirectement. Et par ailleurs, le tourisme a été un moteur pour sortir la Grèce de la crise économique. Sauf que ce tourisme devient de plus en plus incontrôlable et pose plein de problèmes. Déjà, il rend le pays dépendant économiquement au secteur, avec un impact immédiat et massif en cas de crise comme pendant le Covid. Ensuite, cela crée des tensions entre les besoins des touristes et ceux des locaux, l'accès à l'eau, au réseau de transport, au logement, etc. Concernant l'eau douce, cela pose particulièrement problème sur les îles déjà très arides, et concernant le logement, l'essor des Airbnb tire les loyers à la hausse, excluant une partie de la population de se loger sur leur propre terre. En bref, le tourisme est clairement indispensable à la Grèce aujourd'hui, mais il doit évoluer intelligemment et trouver un équilibre entre l'accueil des visiteurs, le respect du patrimoine, la qualité de vie locale et la préservation des ressources naturelles. Et quand on a pris conscience de tout ça, on s'est dit que les îles n'étaient vraiment pas au niveau encore et qu'on préférait aller jeter un œil du côté du continent. On a d'ailleurs rencontré des Français qui revenaient tout juste de quelques jours à Santorin et qui nous ont dit qu'ils avaient carrément dû faire la queue dans les rues tellement il y avait de monde. Donc clairement, aucun regret de ne pas voir ça dans ma vie. On débarque donc plutôt à Athènes avec un accueil plutôt chouette. Et incroyable, mais on a découvert que il y avait la Pride à Athènes ce week-end. C'est trop bien. Donc du coup, là, on y va. On a donc participé au défilé de la Pride à Athènes qu'on était trop contente de pouvoir soutenir. On a trouvé la Pride. C'est génial. C'est grec. On comprend rien. Le parti au pouvoir en Grèce est un parti centre-droit, donc plutôt conservateur sur certains sujets sociaux, mais depuis 2024, le mariage pour les couples de même sexe y a été autorisé, une première pour un pays orthodoxe. Malheureusement, l'homophobie est encore très présente, surtout dans les parties rurales ou influencées par l'église orthodoxe. Et par exemple, la PMA n'est pas encore accessible aux couples de même sexe. C'est donc chouette de pouvoir prendre part à la Pride d'Athènes, même si on a trouvé que c'était très calme comme défilé. Il y avait que 2 chars avec de la musique qui était pas très forte, et le concert ne nous a pas trop plu, pas beaucoup d'ambiance, mais bon, c'était bien d'être là et de pouvoir marcher fièrement pour nos droits. Alors, on se fait un déjeuner dans un restaurant de falafel. Vraiment très très bon, mais alors, petit problème, on a pris un plateau qui est censé être pour 2 personnes. Les quantités sont monstrueuses, genre, franchement, on a quasi, j'ai plus faim, mais le truc, on dirait même pas qu'on l'a touché, quoi. Ouais. On a une grande nouvelle à vous annoncer. Je ne suis plus qu'avec Alexandre. On a rencontré des touristes. Mathilde, Des touristes. Léo. Aïe aïe aïe. Et voilà, l'aventure continue et s'écrit maintenant à 4. Donc il y a Mathilde, ma sœur, et son mec Léon qui nous ont rejoints. Et on va faire des aventures de folie, hein. Aïe. On va retourner à Athènes. Alors c'était pas prévu, mais le timing a fait qu'on a retrouvé ma sœur Mathilde et son copain Léon à Athènes, ville qu'on a donc pu visiter tous les 4, en commençant en fin de journée par l'Acropole. Alors justement, on est à Athènes et aujourd'hui, on voit quand même un truc de ouf. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On visite l'Acropole avec notamment le Parthénon. L'Acropole, c'est le site archéologique le plus emblématique de la ville, qui se situe sur une colline rocheuse au beau milieu d'Athènes. Il a servi à l'origine de forteresse et de centre religieux, et il est devenu à partir du 5e siècle le haut lieu de la démocratie athénienne et de la culture classique. Voilà, rien que ça. Et dans l'Acropole, il y a plusieurs bâtiments, comme le Parthénon, le temple d'Athéna, des théâtres, bref. C'est vraiment très grand et en très bon état, donc hyper impressionnant à voir. Alors, nous avons devant nous le drapeau grec, constitué d'une croix blanche et bleue qui représente donc la religion orthodoxe. Ouais. Et on a aussi à côté 9 bandes blanches et bleues. Ouais. Donc le bleu pour le ciel et la mer, sans grande surprise, parce que la mer est présente absolument partout dans le pays. Ouais. Et le blanc, ça représente la liberté. Et pourquoi 9 bandes ? Eh bien tout simplement parce que c'est les 9 syllabes de leur slogan. De leur genre comme liberté, égalité, fraternité. Comment ça s'appelle Leur devise. De leur devise. D'accord. Ah ouais, intéressant. Et c'est quoi leur devise ? C'est l'euro. Non. Excellent. C'est liberté ou mort. Ah ouais, wow. On en avait déjà parlé, mais la vexiologie, c'est-à-dire l'étude des drapeaux, est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors merci Mathilde de nous avoir livré la signification de ce drapeau grec. Merci beaucoup Mathilde. De rien, avec plaisir. Le Parthénon ? Le Parthénon au XVIIe siècle, de ce que je viens de lire, il a été transformé en mosquée. Sous l'Empire ottoman ?
Ouais, exactement. Excellent. Ah, c'est marrant ça. Et il a Ouais, été on apprend des bombardé choses. et attaqué depuis le sol. Ah ouais. Regardez, t'as vu, il y a encore des statues. Alors Matou, qu'est-ce que t'as sur le bras? J'ai plus rien. Ah oui, c'est vrai. Non, j'ai un bijou de bras acheté à un mec dans la rue, trop sympa. Et je suis trop contente, je répète. Je suis trop contente. Et maintenant avec Alice, on a exactement la même bague. Ouais, que le mec nous a offert. Petit cadeau. Voilà. On est sœurs de bague en plus d'être sœurs tout court. Sœur de sang, sœur de On est bague. d'abord sœurs de bague ou d'abord sœurs? Et on termine cette belle journée tous les quatre autour d'un verre. On continue à faire le tourisme à Athènes et là on est près de l'Agora et potentiellement on est là où était emprisonné Socrate. Bon, en réalité d'après les panneaux, ils sont pas sûrs que c'était ici. La ville est passionnante par l'histoire qui la traverse et tous ces noms qui ont façonné notre culture. Socrate, par exemple, qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, est considéré comme le père de la philosophie occidentale. Rappelons qu'il n'a rien écrit lui-même, mais son influence a traversé les siècles grâce à ses disciples, comme notamment Platon. Et Socrate est connu pour la pratique de la maïeutique, qui signifie l'art de l'accouchement. En philosophie, le but de la maïeutique, telle que pratiquée par Socrate, est de faire accoucher l'esprit des autres de leur propre vérité en posant des questions, et donc pousser la personne à réfléchir par elle-même. Voilà, donc en gros, Socrate, c'est le penseur qui ne donne pas de réponse, mais qui apprend à poser les bonnes questions, incarnant ainsi l'idée que la philosophie, c'est pas une théorie, mais plutôt une manière de vivre. Et après ça, on allait faire une visite incroyable. Bonjour, je m'appelle Antonia et aujourd'hui nous allons vous accompagner dans notre visite afin de vous faire connaître un symbole de pérennité de l'athlétisme et de notre culture, le stade panathénaïque. Alors, allons-y. Ce stade a été construit à l'origine en 330 avant Jésus-Christ pour accueillir les Jeux panathénaïques. C'est une fête religieuse et sportive dédiée à la déesse Athéna. Et donc c'était un immense stade en marbre blanc. Avec l'essor du christianisme et donc l'arrivée d'une religion à Dieu unique, le stade a progressivement cessé d'être utilisé, son marbre a été réutilisé pour construire des églises ou des maisons, le reste a été enseveli. Il a été redécouvert lors de fouilles archéologiques au XIXe siècle et finalement entièrement reconstruit en marbre blanc pour accueillir les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896 qui ont été organisés par Pierre de Coubertin. Et c'est lors de ces Jeux que le coureur grec Spyridon Louis remporte le marathon, accueilli en héros dans le stade, signant par là une victoire nationale mémorable dont les Grecs parlent encore aujourd'hui. Et juste, c'est incroyable, il y a un endroit où il y a toutes les flammes olympiques qu'il y a eu. C'est d'ici, précisément d'ici d'où part la flamme olympique pour chaque édition. Donc elle part d'ici et ensuite elle va dans le pays et la ville qui héberge les Jeux Olympiques. Et deuxième chose intéressante que j'ai appris, c'est que en fait le mot stade, c'est une métrique qui était utilisée par les Grecs. Un stade, c'était une certaine distance, à peu près 186 mètres, il me semble. C'était pour leur piste d'athlétisme. Et du coup, après, c'est devenu... on a appelé cet endroit le stade suite à ça. Voilà. Et toi, Alexandre, qu'est-ce qui t'a... un détail qui t'a marqué de cette visite ? Ah si, que genre avec l'arrivée du christianisme, genre tout ça a été abandonné. Je trouve ça triste, tu vois. Ouais, c'est Dans vrai. les endroits comme ça où... là, tu vois, ils l'ont refait totalement, donc en fait, aujourd'hui, c'est magnifique. Mais il faut se dire que quand même, de base, c'était un truc incroyable et que, genre, juste avec l'arrivée du christianisme, c'est totalement tombé à l'abandon. Visiter ce stade, c'est donc se plonger dans toute cette histoire du sport et c'était vraiment passionnant. Après cela, nous filons à notre nouveau free tour que nous avions réservé. Il s'agit d'une visite guidée de la ville et nous tombons sur un guide aussi cultivé que perché. Prenez ça plutôt comme une promenade de rêverie d'un solitaire, à peu près. Wow. Quelque chose comme ça. Okay. Une promenade de flâneur avec des idées politiques et historiques intéressantes et nerveuses. Voilà, c'est comme ça que vous devez le prendre. Alors là, on est en train de regarder la relève de la garde. Ils ont eu un petit pas de danse assez drôle. Ah, là, il se met le fusil sur l'épaule. C'est extrêmement lent. Ouais, on sait pas trop ce qu'on regarde là. En tout cas, ils ont de jolis petits pompons au bout des pieds, c'est trop mignon. Leur costume est incroyable.
Ces gardes sont les Evzones, des membres de la garde présidentielle. Leur uniforme est assez étonnant. Alors ils portent une fustanella, une jupe blanche qui compte 400 plis, un pli pour chaque année d'occupation ottomane, et ils sont chaussés de tsarouchia, des chaussures rouges avec un énorme pompon noir, et chaque chaussure pèse quand même 3 kilos. Leurs mouvements sont très lents et stylisés, ils sont pas là pour être rapides mais pour symboliser le respect, la discipline et la rigueur militaire. Ce qui va être sans doute l'espace public le plus important du conscient collectif occidental. Là, Socrate, Échille, Euripide, Périclès ont tous marché. Et au fond, on a le temple d'Héphaïstos, qui est le temple qui est fait en 460 avant Jésus-Christ. Donc il est quasiment plus vieux que le Parthénon. Bon, notre guide nous a fait beaucoup de name dropping et on était clairement perdus sur ce qu'il disait, mais j'en retire quand même quelques informations intéressantes. Les apports de la Grèce antique sont immenses, et c'est pour ça que j'étais vraiment émue et intriguée de découvrir ce pays. Ces apports forment les fondations de notre civilisation occidentale, dans de nombreux domaines. En politique déjà, avec l'apparition des idées démocratiques, démos le peuple, kratos le pouvoir, donc démocratie, le pouvoir du peuple. L'apport est également immense en philosophie, avec l'invention de la philosophie rationnelle, c'est-à-dire la recherche de vérité par la raison, et je peux continuer comme ça pendant longtemps. L'héritage est immense en art, en architecture, en théâtre, en sciences, en mathématiques, en sport, en droit, etc. Mais notre guide a aussi attiré notre attention sur le fait qu'il ne fallait pas non plus idéaliser cette période. Peut-être que vous vous rapprochez dans votre tête avant d'avoir l'idée de Stendhal, de Humboldt ou de Rousseau par rapport au 5e siècle. Le 5e siècle, c'est païen, c'est démocratique, patriarcal, misogynique. À partir de 451, il y a des lois raciales qui sont promulguées par Périclès, qui vont dire que seulement peut être athénien ceux qui sont de mère et de fils athéniens. Ces lois raciales, elles ne sont pas très différentes des lois raciales du Troisième Reich, de ce point de vue. Par exemple, à la pureté de sang. Tout ça revient... Voilà, l'Athènes d'avant le 5e siècle reste une période extrêmement violente envers beaucoup de membres de sa société. Et notre guide nous a beaucoup parlé d'un personnage historique en particulier. 472, notre ami Périclès va financer la tragédie d'Échille qui va s'appeler les Perses. Et ça va être son premier acte politique. Le premier acte de Périclès, c'est financer une tragédie qui va traiter des Perses. Son nom vous dit sûrement quelque chose. Périclès est l'un des plus grands hommes d'État de la Grèce antique et il a été à la tête d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Sous sa gouvernance, la démocratie est renforcée, les constructions de l'acropole sont lancées, les arts, la philosophie et l'architecture connaissent un essor sans précédent. C'est donc une figure cruciale dans l'histoire de notre civilisation. Enfin, notre guide nous a sorti une phrase qui m'est restée en mémoire. Il a dit que jusqu'au 5e siècle, les Grecs étaient occupés à inventer la démocratie, la philosophie, les arts, le théâtre, etc. Et depuis le 5e siècle, ils se sont principalement occupés d'inventer la salade grecque. Alors ça résume bien le sentiment général que j'en ai eu. Autant la Grèce antique continue à fasciner et à nourrir notre culture, autant la Grèce moderne n'a plus vraiment d'influence marquante. Aujourd'hui, on associe dans le meilleur des cas ce pays à un lieu de vacances, et clairement le tourisme est un moteur économique important comme je vous disais. Et sinon, suite à la crise des subprimes, la Grèce est aussi vue comme un pays imprudent, corrompu, irresponsable budgétairement, suite à la situation dans laquelle cette crise financière avait plongé le pays. Voilà, les 3 heures avec notre guide ont été intéressantes et très denses, et même si j'ai pas compris tout ce qu'il racontait, j'ai quand même retenu quelques petites choses. Dans notre groupe de visite, nous avons sympathisé avec 2 autres Français, Joss et Axel. Après avoir bien rigolé ensemble, c'était le moment des adieux. Profitez bien. Ouais, merci. Ouais, bisous à Marseille. Mais grave. Franchement, et nous on passe souvent à Bordeaux. Hein. Ah ouais. Bah oui, pour voir, enfin souvent. En plus, j'aurais peut-être un resto. Moi j'y vais 2 donc, fois par an. Oui, c'est énorme. incroyable. Ouais. Nous arrivons déjà au terme de notre séjour à Athènes. Alors avec Alexandre, Mathilde et Léon, nous filons faire un dernier restaurant ensemble. L'hôtel, les cœurs là. Plein de restaurants et il y a des musiciens qui passent juste à côté de nous. C'est assez marrant. Je pense que c'est la voix la plus nasillarde de tout l'Orient. De tout Athènes. Mais attends, ils chantent en grec là ? C'est donc sur cette note pas
très mélodieuse que nous avons ensuite quitté Athènes, où j'ai fait 2 enregistrements que je voulais encore vous partager. Le premier est le son d'un feu pour passage piéton, que j'ai trouvé tellement particulier que j'ai eu envie de l'immortaliser. Et voici le deuxième. Il vous rappelle pas quelque chose cet air ? C'est exactement le même que celui que chantait un monsieur lorsque nous attendions avec Alex notre ferry. Je n'avais pas remarqué que c'était le même chant avant de réécouter mes enregistrements pour faire l'épisode de podcast et j'ai trouvé le hasard incroyable. Alors en fait ce chant, c'est un morceau traditionnel grec chanté au cours de fêtes de village et de mariages. Et il a été réintroduit dans le répertoire contemporain par la chanteuse grecque Glykéria dans les années 80-90, devenant un incontournable des fêtes aujourd'hui encore. Cette chanteuse est d'ailleurs devenue célèbre en Grèce pour ses interprétations de chansons folkloriques. Et les paroles du refrain sont Popopo Maria Sagapo. Maria, c'est un prénom très courant en Grèce et Sagapo signifie je t'aime. Et je vous mets pour terminer la version originale de Glykéria. Voilà, après avoir été sur les îles et dans la capitale, nous sommes partis à l'ouest du pays pour découvrir des endroits moins fréquentés. Et c'est parti pour une nouvelle partie du voyage. Cette fois, c'est génial, on a pu récupérer la tente que Mathilde et Léon avaient, ils nous l'ont filée. Et du coup, on peut faire du camping maintenant. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et donc on a pris le bus de Athènes pour aller à Igoumenitsa, c'est une ville qui est complètement à l'ouest sur la côte. Et donc là, on se fait un premier petit camping qui est vraiment très très cool. Et on va aller récupérer la voiture pour ensuite filer vers le nord du pays et faire nature. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Alors, après une en camping, ça y est, on a récupéré une nouvelle titine à Igoumenitsa et on est parti. Premier stop direction Yanina et ensuite on est arrivé du coup dans les gorges de Vikos où là on fait notre première randonnée. Amusant, mais du coup ce matin on venait de prendre la voiture, ça faisait 5 minutes qu'on avait pris la voiture. On part en direction de Yanina et là on tombe sur un mec qui fait du stop. Évidemment on s'arrête. Et le gars il allait à Yanina, donc précisément là où on allait, et c'était un Belge du coup qui parlait français. Donc excellent, on a pu le prendre en stop. Ça fait quand même plaisir de pouvoir rendre à la communauté des autostoppeurs après en avoir fait nous-mêmes un peu. Et le gars, il a quand même confirmé quelque chose que je sentais, c'est qu'en vrai en Grèce, c'est très compliqué de faire du stop. C'est pas dans la culture, et du coup les gens ne s'arrêtent pas. Donc c'est quand même dommage. C'est en effet quelque chose qu'on m'avait dit, que faire du stop en Grèce pouvait être compliqué. De manière générale, les contacts que j'ai pu avoir avec des Grecs ont été cordiaux mais ne sont pas allés très loin. Une sorte de grande pudeur de leur part qui m'a empêché d'avoir des discussions vraiment poussées avec eux, et la transition entre une Turquie tourbillonnante et une Grèce plus individualiste a été un peu rude pour moi. La Grèce, pour moi, ça a été une succession de jolis endroits plutôt qu'une véritable rencontre. Je vous emmène donc dans ces jolis endroits qu'on a pu voir. Et sur les conseils de Joss et Axel rencontrés à Athènes, nous sommes allés faire une randonnée magnifique dans les gorges de Vikos. Bon, la randonnée n'a pas été de tout repos. C'était dur. Ouais. Alors déjà, j'ai des petites jambes. Du coup, déjà, faire des grands pas, c'est un effort surhumain. Donc je fais des petits... Mais nous avons réussi à arriver à un point de vue à couper le souffle. Alors on a réussi à finir la randonnée et on est arrivé sur un point de vue magnifique de zinzin. Les gorges de Vikos ont été creusées par l'activité millénaire de la rivière Voidomatis. Elles sont longues d'environ 20 km avec une profondeur pouvant aller jusqu'à 900 mètres, ce qui en fait les gorges les plus profondes du monde par rapport à leur largeur. Et pour cette raison, elles sont carrément inscrites au livre Guinness des records. Ce parc abrite également un grand nombre d'espèces de plantes. Bon, moi je m'y connais pas trop en la matière, mais je peux vous confirmer qu'il y avait pas mal de jolies choses à voir. Ouais, ça me fait pareil. Vas-y, crie.
Ça résonne dans les Vadreto Steppes. Ou non, c'était quoi? Vradeto? Bon, je sais plus. Bref. Dans la rando. On s'est installé pour 2 nuits dans un chouette camping en plein cœur de cette belle nature. Ouh la bouche. Bonjour. Bonjour. Dépêchez-vous, les moustiques vont rentrer. Oui, je me dépêche. Hop. Après une bonne nuit de sommeil, nous sommes repartis pour de folles aventures. Bon, on a fait une randonnée avec genre 400 mètres de dénivelé négatif pour aller se baigner dans la rivière. Sauf que quand nous avons fait toute cette descente, nous arrivons donc en bas et là, je vous le donne dans le mille, il n'y avait pas d'eau. Ça c'est encore un coup fourré ça. Ça c'est une fourberie des Grecs ça. Ça, ils vont m'en entendre parler. Après la rando, on a fait un petit restaurant. Et on a goûté, enfin on est en train de... Ouais, on se fait un petit resto. Et genre on a pris 2 trucs trop bons. On a pris une feta enroulée dans une feuille de brique, mise au four avec du miel par-dessus. C'est extrêmement bon. C'est super bon. Du sésame. Et des graines de sésame. Ce n'est donc pas un mythe, il y a bien de l'eau dans les gorges de Vikos. On a enfin réussi à les trouver. Et alors pas dans n'importe quel endroit, cet endroit est absolument fabuleux. Il y a l'eau qui passe et qui forme des petites piscines naturelles dans de la roche qui forme des strates. C'est juste incroyable, c'est trop beau. Allez, c'est le moment de vérité. Je vais me baigner dans une eau glaciale. Ouf. Ouh là là. Ouh là là, c'est froid. Ouh là là. Y'a personne? Ok, parce qu'en fait, ouf, je vous ai pas dit, vous voyez pas, mais je suis toute nue. Ils vont me baigner. Ce serait gênant que... Oh, il y a des gens qui viennent à ce moment-là. Surtout que je crois que c'est pas du tout bien vu en Grèce le naturisme. Donc là c'est bon, c'est bon. Ouh, c'est bon, j'ai les épaules. Ouh, c'est friscato. C'est Robigo. Hein. Non, en vrai c'est hyper chaud, tu peux venir Alexandre. Les quelques jours passés dans les gorges ont été une petite parenthèse très verte et très tranquille car nous n'avons pas croisé tant de personnes que ça. Elles sont situées dans le nord-ouest du pays, très proche de l'Albanie. Et ensuite on a repris la voiture et mis le cap, une centaine de kilomètres plus à l'est pour tomber sur un joyau fabuleux du pays. Le nord de la Grèce n'en finit pas de nous régaler. Donc on a découvert les gorges de Vikos, c'était canon. Et là, on a fait une excursion aujourd'hui, tenez-vous bien, pour aller voir les météores. Alors déjà le nom, il est zinzin, il est trop stylé. Ça donne envie. Ça donne très envie. Où t'as des roches qui s'élèvent comme ça très très haut dans le ciel. Et en fait le détail complètement zinzin des météores, c'est que qu'est-ce qu'ils ont foutu en haut de ces rochers énormes qui s'élèvent vers le ciel? Des monastères. Des monastères! Les météores sont de gigantesques piliers rocheux. Elles sont vieilles de plus de 25 millions d'années et se sont créées par l'érosion et l'activité du vent et de la pluie. Les premiers monastères datent du XIVe siècle, moment où les communautés orthodoxes cherchaient refuge face aux invasions turques. Ces monastères, perchés sur ces piliers, étaient accessibles uniquement par des cordes, des filets ou des échelles amovibles. Et à son apogée, c'est-à-dire vers le XVIe siècle, on comptait jusqu'à 24 monastères. Beaucoup furent ensuite abandonnés ou détruits par le temps, la guerre ou les séismes, et aujourd'hui, il y a quand même 6 monastères qui sont encore actifs, habités par des moines. Le soir, nous sommes allés au restaurant, où on nous a expliqué d'où venait le nom météore. And do you know why the meteor is called meteor? Meteora, why this name? Okay, I have the right man to explain all Okay, this. I will ask him. 1 minute. Elle va aller chercher le copain.
he was at the very end of the rock, and he was praying to God because he wanted to thank God about the monastery. But that specifically moment, monk Athanasius had the feeling that he was suspended between two worlds. Our world, the living world, and the sky. Okay. Anyway, and that was the moment that monk Athanasius named this monastic community Meteora. Meteora means suspending suspending in the air. Ainsi, le mot météore vient du grec météora, qui signifie suspendu dans les airs. C'est aussi l'étymologie des termes météorite et météoroïde, désignant donc des corps solides, généralement petits, circulant dans l'espace interplanétaire. Après un petit réveil musical, nous avons repris la route pour ramener la voiture là où nous l'avions prise, à savoir à Igoumenitsa, ville côtière tout à l'ouest du pays. Yes, c'est parti mon kiki. Les jours filent et notre temps en Grèce touche presque à sa fin. Nous avons choisi de passer nos derniers jours sur l'île de Corfou, juste en face d'Igoumenitsa. Et c'est d'ailleurs sur cette île que j'ai passé mon anniversaire. Petite lessive du matin. On lave ses chaussettes. Voilà, alors aujourd'hui, Alexandre, pour mon anniversaire, m'a prévu plein d'activités trop cool. Et la première activité vraiment géniale qu'on fait, c'est la lessive. Il peut y avoir du gras. Aïe aïe aïe. On continue la journée d'anniversaire avec un repas du turfu. Alors c'est toi qui as choisi ton repas. Hein. Ouais, c'est moi qui ai choisi. Ça a été dans un petit boui-boui. Alexandre a pris un club sandwich et moi j'ai pris une crêpe avec des trucs dedans, salé. Ça va, c'est pas mal. Et surtout, j'ai pris en boisson un petit Aperol Spritz en bouteille. Spritz. J'ai dit quoi? Spritz. On a fait une petite séance de kayak, tout à fait sympathique. Ouais. 2 heures quand même, hein, 2 heures de kayak. 2 heures de kayak, à peu près. On n'a pas fait 2 heures intenses de kayak. Bah ouais, mais on a payé quasiment tout le temps. Hein. On a visité quelques caves, c'était trop cool. Ensuite, plage. Ensuite, petite glace. Très bonne petite glace. Très très bonne. Et après, on va se faire un petit resto. Après un super petit resto italien. Très bon. Très très bon. Et ben, on se retrouve à boire un verre dans un bar. Un peu le bar de Corfou. Le bar. Qui s'appelle La Grotta. La Grotta. J'ai systématiquement dit que c'était mon anniversaire et du coup, à chaque fois, ils m'ont fait des prix. Ensuite, je leur ai dit, ouais, du coup, c'est mon anniversaire, vous faites un prix? Et à chaque fois, ils ont fait un prix. Pour le kayak. On a eu une bonne journée. Nous avions élu domicile dans un camping à l'ouest du pays où nous avons pu aller en bus. Le spot était très sympa et tranquille, parfait pour couler des derniers jours un peu chill après ces 2 mois à crapahuter partout. Nous avons quand même pris le temps de visiter la ville de Corfou avant d'en repartir. Alors déjà, Corfou est l'une des îles ioniennes. Sa position stratégique dans la mer Ionienne en a fait depuis l'Antiquité un lieu de passage et de conquête. L'île a successivement été grecque, romaine, byzantine, vénitienne, française aussi, puis britannique, avant de rejoindre la Grèce moderne depuis 1864. Et c'est la teuf à Corfou ou... On est dans la vieille ville, il fait très chaud, c'est l'après-midi. Et du coup là, tout le monde est dans l'eau. C'est donc sur ce dernier morceau de terre que s'est achevé notre périple grec. Je suis arrivée dans ce pays avec beaucoup d'attentes et c'est vrai que j'étais un peu déçue de ce que j'y ai découvert. Le tourisme n'est pas suffisamment régulé et ça crée des tensions avec les habitants. C'est un pays qui vit du tourisme mais qui en meurt aussi, notamment sur certaines de ses îles surfréquentées. Et j'ai aussi trouvé que le patrimoine et l'héritage grec n'étaient pas forcément bien mis en avant, ce qui est éminemment dommage au regard de son importance. Mais surtout, en fait, j'ai été déçue par le fait de ne pas pouvoir nouer de vrais contacts avec les Grecs. Personne ne nous a répondu positivement sur Couchsurfing et j'ai donc pas pu conduire mes petites interviews sur comprendre ce que c'est être grec aujourd'hui. C'est pas faute d'avoir essayé, mais voilà, c'est aussi le retour en Europe. Les gens ne sont pas aussi accueillants que dans les pays que j'avais visités avant. C'est aussi ça le voyage, découvrir des pays très différents les uns des autres. Bon, ça aurait été un peu long de voyager toute seule en Grèce, mais heureusement j'étais avec Sam tout du long et c'était génial aussi de retrouver Mathilde et Léon pour visiter la capitale. J'ai vu beaucoup de belles choses et surtout je suis vraiment contente d'avoir pu avoir cette expérience des 10 jours en voilier qui était absolument fantastique.
Et voilà, c'est déjà la fin de l'aventure grecque. On aura passé quasiment un mois ici. Et bah là, du coup, on s'en va prendre un ferry pour traverser. Demain matin, on se réveille en Italie, dans les Pouilles très précisément, dans le sud de l'Italie. Quelque chose à dire peut-être? Il y a quelque chose à rajouter? Je suis en train de courir pour aller prendre le ferry. Bah voilà, c'est fini. Bah moi c'est un peu la fin du voyage ouais, pour moi. Toi c'est la fin de ton voyage, j'avoue. J'ai le seum de rentrer pour retourner travailler. Voilà, c'est un peu ça. Un peu, ouais, un peu déçu de pas faire l'Italie aussi, mais bon c'est comme ça. Faut rentrer et après dans un mois je serai de nouveau en vacances. Donc, yes. Ça va, ça va. Et du coup, t'as kiffé tes 2 mois de voyage? Oui, c'était trop bien. C'était bien. On recommence quand? Ok, je pense que c'était la bonne chose à dire. Let's go! On se retrouve dans le prochain épisode pour les aventures italiennes. Mais avant de terminer l'épisode, si vous vous souvenez bien, c'est le moment du challenge auditif. Le son de l'épisode précédent était le suivant. T'es prête? Attends, je l'ai... Ah non. Il s'agissait du son d'un appareil photo jetable. C'est une amie du rugby qui me l'a offert avant mon départ et je me suis dit que ça serait chouette de faire les 36 photos de la pellicule sur les 2 mois de voyage avec Alexandre. Une fois développés, nous aurons de jolis souvenirs pris à des moments plus ou moins aléatoires du voyage. Et pour cet épisode, voici votre nouveau challenge. J'attends vos idées par message. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Bisous!